Et c'est, là que commence l'aventure Bleu Blanc Cœur. Et toutes les analyses et tout le sérieux de la démarche qui consiste effectivement à, restaurer cette filière du lin parce qu'on sait qu'à travers le lin, quand il est extrudé, voilà, ça apporte, tous ces oméga 3. Bleu Blanc Cœur, c'est une certification, une démarche de qualité qui a pour vocation de certifier la qualité nutritionnelle et l'impact environnemental positif des méthodes. Je voudrais juste revenir sur la notion de durabilité de l'agriculture parce que je pense que ça devrait être une obsession pour les gouvernements, pour les agriculteurs, pour les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire si l'agriculture n'est pas durable? Ça veut dire qu'on Ça veut dire s'effondre. qu'au bout d'un moment, on accepte de s'autodétruire. Comment manger durable? C'est quoi l'alimentation durable? Quelles astuces et conseils pour manger sainement, aussi bien pour soi, pour l'environnement et votre compte en banque? En quoi l'alimentation des animaux d'élevage a un impact sur la santé humaine? C'est à 4 que nous répondrons à ces questions dans cet épisode qui met en valeur l'association du bien produire et du bien manger par Bleu Blanc Cœur. J'ai récemment rejoint le collectif des ambassadeurs de Bleu Blanc Cœur et c'est avec joie que je vous partage notre échange entre membres de cette association. Embarquez avec nous pour en savoir plus sur comment bien nourrir votre corps, mais aussi votre cœur, grâce à Bleu Blanc Cœur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Mange Vie Aime, le podcast qui explore l'alimentation dans toutes ses dimensions, donc nourrir à la fois le corps et l'esprit. Aujourd'hui, on est ensemble pour discuter de l'association Bien Manger et Bien Produire par Bleu Blanc Cœur dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est un événement caritatif qui met en valeur justement des associations à travers le média du podcast. Et du coup, voilà, on va parler aujourd'hui dans cet épisode de l'alimentation durable, l'alimentation de demain. Nous avons tous en commun d'être acteurs au sein de Bleu Blanc Cœur. Donc Victoire, toi, tu es responsable de la communauté associative. Et on va voir que Bleu Blanc Cœur n'est pas justement qu'une simple association, mais vraiment un acteur de l'alimentation durable. Alain, toi, tu es paysan bio, en retraite, mais alors en retraite active, puisque tu as créé l'entreprise Déguste ton foin, qui permet de commercialiser des produits de la ferme, donc de la viande, de la crème et des produits dérivés autour du foin. Tu nous en parleras. Et tu es aujourd'hui engagé pour l'agriculture bio et durable. Et tu es aussi acteur au sein de Bleu Blanc Cœur. Émilie, donc toi, tu es chef sommelière spécialisée en alimentation ancestrale, en alimentation en diététique traditionnelle. Et tu as fondé les ateliers culinaires Wayo pour former les professionnels au manger sainement et à manger plus durablement. Et tu t'intéresses aussi aux alimentations ancestrales, à la culture asiatique, notamment japonaise, ce qui nous fait un point commun, puisque moi je suis Madame Shiitake. C'est ce champignon aux vertus anti-inflammatoires. Alors moi, dans mon parcours, j'ai un parcours marqué par les maladies inflammatoires, donc notamment l'endométriose, qui m'ont amené à repenser mon alimentation et à me former en nutrition pour accompagner au mieux les personnes qui souffrent de douleurs chroniques et de maladies inflammatoires ou d'intolérance alimentaire. Donc, après cette introduction de nos casquettes, donc on a tous cette casquette professionnelle, on en a quand même cette valeur et cette mission commune, à savoir faire en sorte que de plus en plus de personnes mangent sainement, tout en respectant la nature, les sols, les animaux, le bien-être animal. J'aimerais qu'on se présente d'une manière un peu différente, pas juste avec cette casquette professionnelle, mais par notre relation à l'alimentation. Donc, je lance cette question et on voit qui veut répondre en premier, mais comment est votre rapport à l'alimentation? Quelle est votre conception pour vous de l'alimentation et qu'est-ce que ça représente, l'acte de se nourrir au quotidien? L'acte de se nourrir au quotidien, pour moi, c'est déjà un acte vital. Ça me paraît assez essentiel du point de vue de faire fonctionner tout simplement notre corps, mais c'est presque au même degré, je trouve, un acte politique. Pour moi, ça me semble essentiel de se poser la question. On mange plusieurs fois par jour, on introduit plusieurs aliments dans notre corps au quotidien, et derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des moyens de production, des méthodes dont il faut avoir conscience et qui a un impact sur notre environnement, notre santé. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un acte avant tout politique, je dirais, un acte citoyen de manger en pleine conscience. C'est ma vision.
Et je pense que justement, c'est un peu ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous réunis autour des valeurs de bien manger. Mais pour bien manger, il faut aussi bien produire, il faut aussi bien distribuer. Il y a toute la chaîne en fait du transport de la fourche à la fourchette. On verra parce que c'est un des slogans de Bleu Blanc Cœur justement, de prendre en considération cette production de l'alimentation et aussi de cet éveil des consciences jusqu'à la consommation. Alors, je poursuis. Donc pour moi, se nourrir, c'est prolonger la vie, mais dans la joie et le partage. Et j'aime bien dire qu'effectivement, il y a 3 promesses. Quand je forme des chefs, je leur dis quand on crée un plat, on a 3 promesses. D'abord, on doit faire du bon. Parce qu'on doit amener du plaisir, hein. Un repas, s'il est pas bon, il est laissé sur le plateau, il nourrit la poubelle, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le mangeur, il en profite, donc il faut qu'il y ait du goût d'abord. Mais aussi, il faut qu'il y ait une promesse de vitalité, il faut qu'il y ait de l'énergie dedans. Pour remplir l'objectif de court terme, qui est d'avoir cette énergie qui nous anime au quotidien, mais aussi cette promesse long terme qui est d'avoir une espérance de vie en bonne santé, la plus longue possible, hein. Parce qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, mais on tombe malade de plus en plus tôt. Donc on régresse en fait par rapport à nos ancêtres. Et le 3e point, c'est de faire le lien avec le vivant. Ce que les Japonais appellent, tu le rappelais, je suis japoniste comme toi, le Shindo Fuji, c'est de dire que quand on s'alimente, en fait, on fait un lien avec le vivant. La nature, en fait, remplit son rôle et on vit en tant qu'espèce en harmonie avec notre environnement. Et on reparlera tout à l'heure de la saisonnalité, mais pour moi, ça, c'est vraiment le 3e point important. Donc, effectivement, le plaisir, la vitalité et le lien au vivant. On a beaucoup de points communs. On en reparlera après, mais je vais te laisser, Alain, développer toi ton Alors regard. moi, avant de me préoccuper de la façon de me nourrir, ce qui, toute ma vie m'a préoccupé, c'est la manière de nourrir les autres. Et c'est logique au travers du métier de paysan, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, quoi. Et nourrir les autres, ça inclut beaucoup de choses, quoi. Ça veut dire les nourrir suffisamment, être capable de faire une production agricole qui évite aux personnes d'avoir faim, mais c'est aussi préserver, c'est faire des aliments de qualité, c'est donc préserver une chaîne du vivant qui démarre depuis, j'ai envie de dire depuis le sol, parce que la fermentation, les fermentations, les microbes qu'il y a dans un sol, on peut très bien, par exemple, par un labour profond, enfouir de la matière organique qui va mal se dégrader et qu'on va retrouver dans le fourrage derrière et qu'on va retrouver chez l'animal, puis ensuite chez les gens. Donc, c'est aborder, pour moi, cette chose qui est hyper complexe parce que on a souvent mis un peu le paysan comme bon, voilà, quelqu'un qui fait les choses par habitude. Et c'est vrai que le métier de paysan, c'est beaucoup transmis par tradition. Après-guerre, ça a complètement évolué parce que ce sont, j'ai envie de dire, les labos et les instituts de recherche qui ont apporté des techniques nouvelles. Mais il y avait certainement des choses très intéressantes dans la tradition parce que c'était le fruit de l'expérience, quoi. Et sans vouloir renier l'intérêt de la science dans l'alimentation, c'est peut-être important aujourd'hui au vu de ce qu'on constate, la perte de la biodiversité, la perte de la qualité de l'alimentation, le sujet, enfin la perte tout simplement de producteurs aujourd'hui, c'est une vraie problématique, la problématique sociétale que aujourd'hui le monde paysan ne se reproduit plus. Et alors ça, c'est un fait tout à fait nouveau, parce que pendant des décennies, c'est des fils et des filles de paysans qui ont continué à cultiver. Donc on est à un tournant, on est sur quelque chose de tout à fait nouveau. Malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas suffisamment pris conscience de ça, quoi. Donc tout ça, c'est voilà, c'est ce qui me préoccupe. J'ai envie de dire presque plus que la façon de m'alimenter, mais voilà, c'est plus un intérêt commun. Après, je dis pas que je suis parfait dans mon alimentation, parce que mais voilà, c'est vraiment moi la préoccupation que j'ai au travers de mon histoire et de mon métier, quoi. Alors moi, du coup, ma vision de l'alimentation, elle a justement changé à 360 degrés avec l'apparition de ma maladie inflammatoire et de l'endométriose. À la base, je suis vraiment très très bonne vivante et je mange de la pâtisserie traditionnelle, beaucoup d'aliments riches en sucre, hein, parce que quand on est pâtissière, quand on a cette passion pour la pâtisserie, et quand est venue donc dans mon quotidien la maladie inflammatoire, l'endométriose, je me suis tournée
vers un changement alimentaire, l'alimentation anti-inflammatoire. Et effectivement, mon regard a complètement changé entre l'alimentation plaisir, qui est partie intégrante de l'alimentation, le fait de se nourrir, il faut prendre du plaisir. Mais j'ai commencé à avoir un regard de « Ah, mais en fait, se nourrir, ce n'est pas juste avoir du plaisir à manger, c'est pas juste un acte d'ingérer des aliments pour remplir l'estomac, c'est vraiment au service donc au service de mes projets aussi, parce que je suis pleine de vie, et quand on n'a plus d'énergie, que consommer des aliments et qu'on ne les digère plus, en fait tout passe, en fait on n'assimile plus, il y a plus d'assimilation des nutriments, et c'est là qu'on se rend compte de l'utilité de l'alimentation au service de l'humain. Donc voilà, aujourd'hui je dirais que je suis nutrivore. Alors il y a plein de termes, on est végétarien, vegan, flexitarien. Moi je me dis nutrivore dans le sens où j'essaye de consommer mes aliments en ayant conscience des nutriments qu'ils vont m'apporter, que ce soit en termes de macronutriments, mais aussi les micronutriments qu'on oublie souvent. Donc dans les macronutriments, on sait que c'est les glucides, les protéines, les lipides. Et ce que j'aime dans Bleu Blanc Cœur, c'est que justement, il y a mauvaise graisse et bonne graisse. La qualité en fait des nutriments va jouer. Et donc dans Bleu Blanc Cœur, c'est le fait que ce soit des aliments riches en oméga 3, donc ces acides gras polyinsaturés dont on manque aujourd'hui. Et donc pour moi, l'alimentation, ça permet de retrouver un équilibre à la fois intérieur dans notre corps et aussi au niveau santé mentale, puisque on en parlera sûrement avec Émilie, mais l'alimentation pour moi n'est pas qu'au service de notre corps, elle est aussi au service de notre équilibre psychique. Émilie, on avait ça en commun. Je parle aussi de nutrition holistique, dans le sens nourrir à la fois le corps et l'esprit. Et je trouve que s'engager dans des projets, comme s'engager dans une association comme Bleu Blanc Cœur, ça nourrit également sa vie. Et c'est ce qui nous réunit donc aujourd'hui, d'être tous les quatre au service de Bleu Blanc Cœur. Et donc Victoire, comme tu es la représentante de la communauté associative, est-ce que tu pourrais nous présenter Bleu Blanc Cœur déjà dans son ensemble? Qu'est-ce que c'est Bleu Blanc Cœur, ses fondements, comment sa création, et ensuite faire le focus sur la partie associative? Bien sûr, avec grand plaisir. Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche qui a maintenant 25 ans, et à la base, c'est une histoire de rencontre entre deux hommes déjà, un éleveur laitier en Bretagne et un ingénieur agronome, Pierre Veille. L'éleveur laitier s'appelle Jean-Pierre Pasquet. L'idée, ça a été de travailler un petit peu sur... Jean-Pierre se posait des questions sur la qualité de son beurre. Il se disait, ok, l'été, mon beurre est tendre, il est d'une couleur très jaune. L'hiver, il est plus difficile à tartiner, il est plus pâle. Il faut que je comprenne concrètement d'où ça vient. Et donc, ensemble, ils ont bossé. Il a essayé un peu de challenger Pierre Veille, qui était donc celui qui l'accompagnait en tant qu'ingénieur agronome sur sa ferme. Et donc, ils ont essayé de voir quel lien il y avait sur l'alimentation animale et sur la qualité ensuite des produits. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact, en effet, que si on adaptait, on changeait un petit peu la ration des animaux pour que tout le monde sache un petit peu, Alain pourra rentrer dans le détail, mais le secteur agricole en France, quand on alimente ces animaux, par simplicité et par aussi question historique, on intègre beaucoup de soja, beaucoup de maïs, voire de l'huile de palme, et donc tout ça, ça vient de l'autre bout de la planète. Et donc vous imaginez les impacts, et l'impact nutritionnel, il n'y en a pas, il y a très peu d'intérêt. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut réintroduire des cultures locales, essayer de diversifier un petit peu la ration des animaux en intégrant plutôt des cultures qui sont de chez nous, qui sont possibles sur le terroir français, donc du lin, de la luzerne, du lupin, etc. Et donc, quel est l'impact sur l'animal? Quel est l'impact sur le produit fini? Donc, Bleu Blanc Cœur, c'est ça. C'est vraiment essayer de partir de l'alimentation animale pour essayer de prouver que l'alimentation est nutritionnellement plus intéressante qu'un produit dit conventionnel, entre guillemets. Donc ça, c'est la base de Bleu Blanc Cœur. Et puis après, il y a le pilier environnemental aussi, je pense qu'on va le détailler ensemble. Et le pilier qui reste historique aussi, c'est la notion d'accessibilité, de ne pas en faire une démarche d'élite, mais d'en faire bien évidemment une démarche qui soit accessible à toutes et tous pour que le plus grand nombre de citoyens puissent manger de manière saine et durable. Donc ça, c'est Bleu Blanc Cœur. Et ensuite, il y a l'association qui est Bien Manger, Bien Produire par Bleu Blanc Cœur. Et là, c'est une communauté de différents membres. Qui sont ces membres de l'association? Oui, en fait, il y a donc comme tu l'as dit, il y a le cœur économique, le cœur du réacteur, qui est cette structuration de filières agricoles sur le territoire français. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu un engouement, en fait, autour de la démarche. Il y a d'abord des professionnels de santé, donc pas mal de médecins, de diététiciens qui se sont greffés à l'aventure et qu'on
qu'on trouvait que c'était un vrai levier en fait pour leur patientèle et donc qui ont voulu vulgariser la démarche. Et donc ils se sont engagés de manière bénévole à parler, à prendre la parole, à expliquer les bienfaits. Et de fil en aiguille, la communauté a grandi. Elle a rassemblé des professionnels des métiers de bouche comme Émilie aujourd'hui, des professionnels du secteur agricole aussi, et puis largement des consommateurs. Et donc aujourd'hui, on a un collectif qui rassemble 32 000 personnes, avec tous ces profils confondus. Et dans ces 32 000 personnes, on a des gens qui sont actifs et qui déploient des actions sur leur territoire et qui se mobilisent pour vulgariser un petit peu les principes de la démarche. Et donc, on appelle des ambassadeurs, comme Alain, comme Émilie et comme toi aussi, Laura, depuis peu de temps. Bah, c'est ce qui nous réunit justement, c'est la première action entre guillemets de mise en avant de Bleu Blanc Cœur, donc à travers le podcast Mange Vie M. Et donc Bleu Blanc Cœur, c'est de la fourche à la fourchette, donc c'est vraiment une démarche qui va aller agir dès la production alimentaire jusqu'à la consommation dans l'assiette. Et donc on va s'intéresser pour commencer par la fourche, donc la production. Explorer donc le lien entre l'agriculture durable, le bien-être animal et le respect, la protection de l'environnement. Donc toujours toi, Victoire, est-ce que tu peux nous détailler qu'est-ce qui fait que... Quel est ce cahier des charges, puisqu'il y a un cahier des charges à Bleu Blanc Cœur pour justement avoir le label Bleu Blanc Cœur pour les produits qui respectent ce cahier des charges. Quels sont ces engagements en matière de respect de l'environnement, de la protection des sols? Oui, alors tu utilises le mot cahier des charges. On parle plutôt chez Bleu Blanc Cœur de cahier des ressources parce que pour nous, on veut pas que ce soit une charge pour les éleveurs ou pour tous les acteurs. Et c'est vrai que on pose un petit peu les convictions de Bleu Blanc Cœur dans ces cahiers des ressources. Et donc, on a un cahier des ressources par filière, par animal concerné, par filière végétale, etc. Et nous, ce qu'on a mesuré avec au niveau de l'impact environnemental surtout, c'est une diminution d'à peu près 20%, moins 20% d'impact carbone avec une agriculture et des méthodes qui sont liées à Bleu Blanc Cœur. Tout ça, c'est mesuré notamment par Agribalis, qui est une méthode de l'ADEME. Et tout simplement, on peut mesurer ça sur différents leviers. Chez Bleu Blanc Cœur, on en parlait tout à l'heure en introduction, on va favoriser la réintroduction de l'herbe, des cultures locales et donc limiter l'importation notamment de soja et donc participer à notre échelle à la lutte contre la déforestation. Typiquement, ça c'est un des piliers. On interdit aussi l'huile de palme depuis très longtemps dans tous nos cahiers des ressources. Voilà, notre impact environnemental, il est surtout là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il est là et il est mesuré par une méthode qui est portée par l'ADEME. Et c'est une démarche qui a été reconnue par les pouvoirs publics. L'utilité de Bleu Blanc Cœur a été reconnue dans la diminution notamment de gaz à effet de serre aussi par l'ONU et reconnue par différents ministères de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Ok, donc il y a des réels impacts sur l'amélioration, en tout cas la préservation de l'environnement. Qu'en est-il du bien-être animal? Est-ce que vous avez aussi dans votre cahier des ressources des choses pour justement préserver ce bien-être animal? La notion de bien-être animal, elle est alors chacun a sa vision aussi sur le bien-être animal et nous on a vraiment pour notion chez Bleu Blanc Cœur d'accompagner le bien-être animal par son alimentation aussi. Et donc, on a mesuré, en discutant aussi avec les éleveurs, les agriculteurs qui mettent en place Bleu Blanc Cœur dans leur exploitation, on se rend compte que les animaux sont en meilleure santé, une meilleure fertilité. Quand je discutais avec un éleveur récemment, il me parle aussi du poil de ses bêtes qui est beaucoup plus soyeux, l'œil plus vif. Et donc, on se rend compte que les animaux sont en meilleure santé. Nous, notre notion du bien-être, et elle est mesurée et on la maîtrise de par ce levier-là, l'alimentation de l'animal. Et du coup, Alain, toi qui tu as été éleveur en Bleu Blanc Cœur, aujourd'hui tu as la retraite, mais tu étais avec Bleu Blanc Cœur ou pas encore? Non, moi c'est relativement récent l'aventure Bleu Blanc Cœur parce que moi je suis, avec mon collègue Michel, on est passé en bio en 1996. Donc c'est vraiment, voilà, on a toute une histoire par rapport à ça. Et le passage en bio, il ne s'est pas fait par idéologie, il s'est fait par observation. Je pense que ça, c'est important.
Le rôle d'un producteur, c'est de savoir observer ses animaux, par exemple. Ce que tu expliquais tout à l'heure, le poil, si une vache a la diarrhée, enfin, il y a plein d'éléments, l'œil, tout ça, permet de voir si une ration elle est bien équilibrée. Et une vache, enfin, surtout les bovins, moi je connais plus les bovins puisque j'étais en vache laitière, c'est très sensible. Puisque ça a la particularité d'avoir de ruminer, donc ça entretient toute une quantité de bactéries, et il suffit de très peu de choses pour que la panse fonctionne mal, et donc ça se traduise par des boiteries, ça se traduise par plein de choses, quoi. Alors, une petite anecdote, mais j'étais encore adolescent, on avait un vétérinaire dans la ferme qui était un passionné d'alimentation animale. Et alors, il n'avait pas toujours le temps, mais quand il avait le temps, des fois, on passait 1 heure à discuter. Et j'ai retenu une phrase de lui qui disait: une ration, elle doit être variée, non avariée et à ne pas varier. Et donc, j'ai vu discuter de ça avec Pierre, et il trouve aussi ça très pertinent, parce que donc varié dans la diversité des aliments, on va retrouver effectivement plus de nutriments. Non avarié, parce qu'il n'y a rien de pire que des mauvaises fermentations. Donc, ça veut dire une mauvaise conservation des fourrages qui vont entraîner un dérèglement de la panse. Et à ne pas varier, on peut avoir une ration qui est très bien calée sur un ordinateur dans la façon dont on va l'apporter dans la journée. Par exemple, si on apporte des céréales d'un seul coup, on va faire baisser le pH de la panse, et automatiquement, on va se retrouver avec un dérèglement et on va tuer une partie des microbes de la panse, quoi. Donc, c'est quelque chose de très, très complexe, l'alimentation, mais voilà, on a au travers de ce levier la possibilité on a différents éléments pour pouvoir ajuster. C'est toute la difficulté du métier de paysan. C'est très complexe, un métier de paysan, parce que là, je vous parle d'alimentation, mais il faut faire la même chose au niveau du sol. Il faut faire aussi la même chose en termes de comptabilité. Il faut savoir être bricoleur, parce que quand on est agriculteur, il y a des tas de choses à faire pour bricoler. Il faut être mécanicien, il faut être comptable, il faut être... voilà. Et donc, moi, donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Bleu Blanc Cœur, j'ai d'abord connu la bio. Donc, la question environnementale, elle m'est apparue donc très vite, au bout de 8 ans après notre installation avec mon collègue, où en fait, on avait repris les terres de nos parents qui étaient pas conventionnels à l'époque, étaient plutôt traditionnels. Le mot agriculture biologique, je crois qu'ils ne connaissaient même pas, mais ils faisaient beaucoup d'herbes, ils faisaient ce qu'on appelle un petit peu de tout, quoi, un peu d'élevage, un peu de... Et donc, nous, quand on est arrivé avec notre savoir et ce qu'on nous avait appris à l'école, on a commencé par transformer toutes les prairies en maïs, faire du maïs pour produire plus, enfin tout ce qu'on nous avait appris, puis acheter du soja. Le conventionnel, du coup. Voilà, de l'agriculture très conventionnelle pour produire plus. Et alors, comme on a toujours été, je pense, assez bon gestionnaire et plutôt économe, en fait, les premières années, on n'utilisait pratiquement pas de pesticides ni d'engrais. Parce que n'importe qui dira que derrière une prairie naturelle, vous faites du maïs, ça pousse tout seul, quoi. Et ça ne se salit pas, quoi. Donc, voilà, nous, on a passé les 8 premières années comme ça. Et puis, ça nous a amené en 96. Et en 96, il y a eu la crise de la vache folle. Et là, on a commencé à s'interroger, d'autant plus qu'on commençait à observer des productions qui étaient plutôt moins belles qu'au début. Donc, on commençait à se dire, va peut-être falloir se mettre à mettre finalement un peu plus d'engrais. On a peut-être eu un peu de chance au départ. Et des productions qui étaient plutôt plus sales, donc peut-être mettre un peu plus de désherbants. Et puis surtout, on s'est dit à ce moment-là, si en 8 ans, on a une évolution de la situation, ça veut dire qu'on a cassé quelque chose, quoi. Donc, le réflexe a été en 96, donc suite à la crise de la vache folle, ça a été de se former. On a eu la chance qu'il y ait dans le département une formation sur l'agriculture biologique à l'époque. Et c'était sur quelques 3-4 sessions. Et à la dernière session, on visitait une ferme de quelqu'un qui était en bio depuis 15 ans, qui était en prairie naturelle. Et quand on est revenu, on s'est dit, maintenant, on n'a pas le droit de faire autrement que ce qu'il fait, quoi, parce que voilà, on était convaincus, et on s'est dit, on a complètement revu notre système, on s'est mis à réimplanter des prairies. On a fait pas mal d'expérimentations aussi, parce que ça fait partie de l'ADN d'un producteur, et peut-être un peu plus d'un producteur bio, c'est-à-dire d'avoir de l'autonomie, parce que c'est la base de la bio, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire créer cet équilibre production animale, production végétale sur la ferme. Donc, ne pas être dépendant des pesticides, ne pas être dépendant des engrais chimiques,
donc utiliser l'engrais organique qu'on produit avec la paille et les animaux pour fertiliser les sols. Et donc, on a fait pas mal d'expérimentations, mais tout ça nous a enrichis en fait et nous a permis d'avoir un système rapidement équilibré et qui est finalement complètement basé sur l'herbe, quoi, hein. Nous, Et donc, ça euh, s'est inséré ensuite pour rapport à Bleu Blanc Cœur, puisque ça fait partie du alors, cahier des ressources. oui, derrière. Alors moi, j'étais longtemps dans les organismes de développement de la bio, alors que justement, avant 96, j'étais pas forcément intéressé ni par le mouvement syndical, les mouvements syndicaux. Et donc, j'ai participé, enfin, il y a eu des réflexions assez intenses sur les démarches de progrès de la bio, parce que n'importe quel agriculteur bio vous dira, enfin, un agriculteur bio qui vous dit la bio c'est une finalité, c'est parfait, et, faut pas le croire, quoi. C'est-à-dire que ça n'existe pas, la perfection, ça n'existe pas. Par contre, la démarche est hyper intéressante, c'est-à-dire, et à partir du moment où on continue à s'interroger. Et c'est donc dans le cadre de ces organisations que j'ai eu l'occasion de croiser d'abord Nathalie et puis Pierre. Et comme je m'intéressais beaucoup aux démarches de progrès de la bio, on a eu l'occasion de déjeuner ensemble avec Pierre, et au retour, je lui envoie un mail, je lui dis: Pierre, il faut qu'on crée un bio Blanc Cœur, quoi. Et voilà, et depuis, ça fait longtemps, et j'ai le sentiment aujourd'hui que Pierre est très, très motivé pour le faire, quoi. Et moi aussi, parce que nous, aujourd'hui, on commercialise des produits bio Blanc Cœur, c'est-à-dire qu'on Ils a, sont on bleu, a, blanc on a cœur derrière et les bio. analyses qui permettent de prouver que les teneurs en oméga et tout ça, ils correspondent, et qui correspondaient à des choses que moi dont j'avais l'intuition, parce que en nourrissant les animaux avec l'herbe, on fait du foin séché en grange, donc on conserve de l'herbe jeune et tout ça, on était à peu près persuadés, mais c'est encore mieux quand on peut en avoir la preuve par les analyses, quoi. Et juste pour compléter ce que dit Alain, ce qui est intéressant, c'est cette complémentarité en fait des deux démarches bio et Bleu Blanc Cœur. Pour les auditeurs, c'est intéressant, c'est fondamental de comprendre que tout Bleu Blanc Cœur n'est pas bio. On travaille vraiment donc sur l'alimentation animale. Notre expertise, elle est là. C'est une démarche avec des obligations de moyens et de résultats, avec des analyses qui sont faites, et c'est tout à fait lié et compatible avec une certification bio. Donc voilà, c'est important de savoir que les deux démarches, et puis bio c'est un label, Bleu Blanc Cœur c'est une certification, une démarche de qualité qui a pour vocation de certifier la qualité nutritionnelle et l'impact environnemental positif des méthodes qui sont derrière Bleu Blanc Cœur. Et toi, Émilie, tu es venue à Bleu Blanc Cœur justement parce que tu travaillais avec un éleveur en Aveyron, non? Voilà, en En Aubrac. Aubrac. Oui, dans ma vie, j'ai passé 4 années auprès de Christian Valette, qui avait la ferme des Vialars à Laguiole et un restaurant, une cuisine centrale, une sandwicherie à Paris, rue Marbeuf, qui s'appelait la Maison de l'Aubrac. Et Christian avait cette idée d'avoir une qualité exceptionnelle. À l'époque, il s'intéressait déjà au Japon, et moi, j'étais moins japoniste que lui. Il m'avait dit: regarde donc ce qui se passe à Kobe, on leur donne de la bière, ça leur donne de l'appétit, on les masse. Alors, le bien-être animal à Kobe, c'est pas tout à fait ça. Et donc, ce qu'il avait mis en place, lui, à la ferme, c'était relativement exceptionnel. On avait des stabulations libres, donc les vaches pouvaient se balader. Elles étaient très spacieuses. Il y avait des brumisateurs qui permettaient aux poussières de se poser au sol, donc les vaches, elles respiraient mieux. Et bien sûr, il y a eu tout ce travail sur l'alimentation, et c'est là que commence l'aventure Bleu Blanc Cœur. Et toutes les analyses et tout le sérieux de la démarche, qui consiste effectivement à restaurer cette filière du lin, parce qu'on sait qu'à travers le lin, quand il est extrudé, voilà, ça apporte tous ces oméga 3 à la viande que l'homme n'est pas capable de produire. Donc pour la nutrition de l'homme, on va s'intéresser à l'alimentation animale. Et le bien-être, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce sujet, va être quelque chose qui est très important, parce qu'on va retrouver ça dans la qualité de la viande. Et comme on est éleveur et restaurateur, et qu'on sera les premiers restaurateurs Bleu Blanc Cœur sur l'Hexagone, en fait, de voir ce que ça donnait aussi sur le mûrissement des pièces de bœuf. Et là, on va s'associer avec des grands bouchers, notamment Yves-Marie Le Bourdonnec, qui nous dira que lui, qui était un fils d'éleveur, enfin qui avait été adopté par une famille d'éleveurs, disait moi, comment je choisis ma viande? Eh bien, je la regarde dans le pré, et c'est à son pelage, c'est à la manière dont elle bouge, c'est à la manière dont elle regarde et elle interagit avec les autres que je sais la viande qu'elle va donner. Et on a vraiment vu une évolution avec Bleu Blanc Cœur. Moi, je suis restée 4 ans auprès de Christian, et il commençait l'aventure
quand je le rejoins, on voit vraiment une évolution sur les mûrissements, dans les vitrines de mûrissement, de la viande. Et cette question du bien-être m'intéresse tout particulièrement puisque donc je suis comparatiste en médecine de l'Antiquité. Je me suis beaucoup intéressée à cette dimension qui est l'énergie vitale de nos ingrédients. Et la médecine ayurvédique indienne, par exemple, dit que la force vitale de l'animal et l'énergie de l'animal domestique, provient également de tout le cœur que l'éleveur va mettre dans l'ouvrage. C'est-à-dire que à la fois on va manger la viande, mais on va manger aussi presque l'esprit de l'éleveur, comme quand on boit du vin et qu'il y a quelque part une part du viticulteur, une part de l'homme derrière le travail. Donc quand on décide d'embrasser la démarche Bleu Blanc Cœur, eh bien, il y a envie de faire du bien à ses bêtes, il y a envie d'aimer ses bêtes, ce qui est parfois un petit peu surprenant, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec des éleveurs, on m'a dit, mais est-ce que l'éleveur aime son animal parce que finalement, il est destiné à la boucherie. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'était que d'aimer ses bêtes. Christian, il était jamais plus heureux que quand il était dans sa ferme, auprès de ses vaches, qu'il accompagnait toute leur vie jusqu'à la finition, et que tout l'amour qu'il mettait se retrouvait vraiment dans l'assiette jusqu'au passe en cuisine. Et cette idée du karma que j'ai un peu plus approfondie en médecine chinoise, dans toutes les médecines de l'Antiquité, eh bien c'est quelque chose que j'ai reconnu dans la démarche Bleu Blanc Cœur, et qu'on va retrouver aussi dans le monde paysan sur d'autres approches. Il faut savoir que pour qu'il y ait beaucoup d'énergie vitale dans un ingrédient, le mieux du mieux ce serait qu'il soit sauvage, mais comme on peut pas tous vivre de la pêche sauvage et de la chasse, et qu'il y a des saisonnalités, eh bien il va falloir se tourner vers des méthodes d'élevage. Et ces méthodes d'élevage, elles se valent pas toutes. Et pour qu'on retrouve cette énergie qui nous anime au maximum dans un ingrédient, eh ben, il va falloir choisir des démarches comme Bleu Blanc Cœur, ou comme le cahier des charges biologique, ou la biodynamie aussi, si on s'intéresse au monde végétal. Oui, je rebondis par rapport au fait de manger de saison et aussi manger local. Bleu Blanc Cœur, pour le moment, c'est uniquement en France, mais c'est voué à s'internationaliser. Oui, alors Euh, Bleu Blanc Cœur, c'est très structuré sur le territoire français. L'objectif, c'est vraiment voilà, de créer une chaîne de valeur de l'amont jusqu'à l'aval sur le territoire. Et en effet, en fait, on est contacté par certains gouvernements, par d'autres pays qui veulent comprendre les méthodes et S'inspirer, créer des filières Bleu Blanc Cœur sur leur territoire. Et donc, l'idée, c'est pas du tout d'exporter des produits Bleu Blanc Cœur. Hein. Non, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est de faire vraiment ces chaînes de valeur sur un territoire, et donc d'accompagner vraiment un secteur agricole d'un pays. Et donc oui, on est présent en Malaisie beaucoup, on a été présent en Belgique, voilà, sur différents pays, Colombie, etc. ouais. Et c'est là qu'on voit vraiment l'importance de faire changer les consciences, puisque c'est l'alimentation, on est tous concernés. Oui, je voudrais juste revenir sur la notion de durabilité de l'agriculture, parce que je pense que ça devrait être une obsession pour les gouvernements, pour les agriculteurs, pour les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire si l'agriculture n'est pas durable? Ça veut dire qu'on Ça veut s'effondre. dire qu'au bout d'un moment, on accepte de s'autodétruire, quoi, Oui. parce que c'est quand même ça. Et ça, c'est pas une évidence aujourd'hui quand on voit les résultats de la perte de biodiversité, de tout ça, quoi. Et aussi, peut-être un petit mot sur ce que tu disais par rapport à l'élevage. Quand on est paysan, il n'y a pas toujours que des réussites, hein. On a des fois, et ça arrive que des animaux décèdent et tout ça. Et c'est vrai, quand on est attaché à ces animaux et tout, c'est à chaque fois un sentiment d'échec, quoi. On a l'impression que on est coupable de ça. Et donc, c'est des remises en question systématiques. Alors, si c'est occasionnellement, on se dit, voilà, il y a peut-être... Mais si c'est des choses qui arrivent en répétition, c'est un bouleversement psychologique, hein, pour un paysan. C'est vraiment pas évident, quoi. Ouais. Et donc, pour conclure juste sur ce volet environnemental, protection de l'environnement, préserver l'environnement, c'est pas uniquement se concentrer sur les pratiques agricoles, puisque effectivement la fourche, c'est important de bien produire pour préserver l'environnement, mais il y a aussi les pratiques de consommation. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on débatte ensemble de quel serait, selon vous, le moyen de sensibiliser les consommateurs à consommer de la viande, par exemple, de manière raisonnée, puisqu'il y a souvent le sujet de la viande qui revient sur la table, sur faut-il manger ou pas de la viande pour préserver l'environnement. Moi, je vous donnerai mon avis, mais moi, je pense que oui, mais ça dépend quelle viande, en fait, de la façon dont comment elle a été produite. Donc, selon vous, comment on pourrait sensibiliser les consommateurs à manger de la viande de manière raisonnée pour que ça soit à la fois bénéfique pour leur santé et aussi pour la préservation de l'environnement?
À mon sens, c'est une question déjà d'éducation alimentaire, hein. Quand on arrive, à l'école, on nous apprend pas en fait, le métier déjà, d'agriculteur, le métier d'éleveur, comment et mange, une vache, un cochon, une poule et cetera. Donc pour moi, c'est déjà la base, ce qui me semble assez essentiel pour que chacun soit un «consommateur» entre guillemets, c'est d'avoir conscience de tout ça, d'avoir conscience, du secteur agricole. Donc à mon sens, c'est vraiment cette idée et puis après, si ça se passe pas à l'école, il faut, en effet se regrouper, prendre, se former ensemble et c'est tout l'intérêt de la communauté associative Bleu Blanc Cœur, c'est de travailler sur ces questions-là. C'est vraiment ce qu'on prône chez Bleu Blanc Cœur. En fait, on en est convaincus, il va falloir diminuer sérieusement notre consommation de viande, et choisir la viande qui, nutritionnellement et environnementalement parlant et a un impact, positif et maîtrisé pour, continuer à avoir les nutriments dont on a besoin. Donc, à mon sens, c'est ça, c'est l'éducation alimentaire, la sensibilisation, à la transition alimentaire. Moi, du point de vue, du consommateur, du mangeur, j'ai envie de dire, je prône vraiment une alimentation flexitarienne. C'est-à-dire que, donc je défends d'ailleurs le gibier, ce qui surprend toujours parce qu'on me dit: «Émilie, finalement, si tu interviens chez nous, on va manger des graines». Je fais: «Ah non, alors absolument pas, là, il y a erreur sur le discours, c'est pas du tout ça. En fait, la viande est importante. Elle est même nécessaire à certaines phases de notre vie. C'est-à-dire que quand on est en croissance, quand l'enfant se développe, quand l'enfant, voilà, apprend énormément à l'école, son cerveau est toujours sollicité, il grandit, là, il en a besoin. On sait que d'ailleurs que la viande et la viande rouge en particulier a cette couleur rouge, hein, a une énergie extériorisante. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, c'est pour ça qu'on faisait manger de la viande aux gladiateurs, hein, quand ils partaient au combat, hein, les samouraïs, c'était pareil, hein, il fallait qu'ils mangent de la viande. Donc, quand on a un projet plutôt conquérant, plutôt externalisant, plutôt agissant, alors là, effectivement, la viande, elle va nous donner cette énergie-là. Mais si on revient sur la vie d'un mangeur, on va dire lambda au cours d'une journée, on voit que les protéines animales sont vraiment importantes et que quand on va passer en régime végétalien, là, on risque quand même des carences. Donc, c'est pour ça que je prône une alimentation flexitarienne. Mais il faut savoir que si on va essayer de retrouver donc du beurre, des œufs, du fromage à l'occasion de chaque repas, la viande va être particulièrement importante et nécessaire au moment du déjeuner. C'est pour ça que dans le repas du midi, en fait, c'est important d'avoir de la protéine animale, que ce soit sous forme de viande ou sous forme de poisson, de crustacés, voilà. Et que le soir, alors à ce moment-là, puisque on a besoin d'une énergie plus calmante et que l'objectif c'est d'avoir un sommeil réparateur et de digérer très facilement, mais peut-être d'avoir moins d'énergie parce que sinon on dort pas. Eh bien à ce moment-là, passer sur un régime végétarien. Et quand on est sur le repas du déjeuner, on se rend compte aussi que parfois les normes qu'on impose, notamment dans l'univers scolaire, hein, des quantités de viande très importantes. Donc on a culturellement en fait, hein, remplacer la protéine végétale par de la protéine animale parce qu'à partir du moment où les peuples ont plus d'argent, quelque part ils se payent de la viande et ils sont heureux de le faire, mais pas forcément toujours de la viande de qualité. Donc imaginons, en fait, on n'en a pas besoin autant. Par contre, on baisse la quantité et on augmente la qualité, c'est-à-dire qu'on baisse les portions de viande même dans les cantines, mais on va aller chercher de la viande Bleu Blanc Cœur, on va aller chercher de la viande bio, on va s'intéresser à nos éleveurs et même quand on est à la maison, plutôt que d'aller acheter parfois des viandes en GMS dont on ne connaît pas voilà, la traçabilité ni rien, plutôt aller voir un boucher de village, lui dire mais d'où elle vient ta viande, ou aller au marché, rencontrer des éleveurs qui dans les campagnes vendent parfois en direct pour avoir une idée du sourcing, voilà, de comment sont élevées les bêtes et comment elles sont alimentées. Donc j'irais moins mais mieux et plutôt au déjeuner qu'au dîner. Sur ce point, on se rejoint parce que je pense que le problème de la consommation de viande, c'est justement la surconsommation de viande et c'est le fait qu'elle soit riche en acides gras saturés, c'est ce qui va être à l'origine de maladies cardiovasculaires ou de d'autres maladies de civilisation, alors que la viande Bleu Blanc Cœur va augmenter son taux d'oméga 3 et réduire au contraire les acides gras saturés. Donc effectivement, bien choisir, avoir cette éducation à quelle est la viande de qualité pourrait être pour moi, selon moi, la solution à manger de la viande en conscience au bon moment. Moi, effectivement, je prône le petit déjeuner protéiné avec les œufs Bleu Blanc Cœur, par exemple, aussi, pour justement avoir ce quota de nutriments pour avoir la dopamine, enfin voilà, les différents neurotransmetteurs qui nous permettent de nous mettre en éveil et en motivation. Et donc, effectivement, pour moi, les protéines, c'est pas le problème de la protéine, il nous faut des protéines, c'est savoir comment est-ce qu'on va équilibrer
équilibrer son ratio entre protéines végétales de qualité, protéines animales aussi de qualité. Une courte parenthèse pour ajouter que si le sujet de l'alimentation riche en oméga 3 vous parle, vous serez sûrement intéressé par l'alimentation anti-inflammatoire. C'est un mode d'alimentation qui prône l'alimentation de saison, riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux, qui aide les personnes à sortir des douleurs chroniques et convient aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire ou de problèmes digestifs. Si c'est votre cas, ou si vous êtes curieux, je vous invite à télécharger votre pack gratuit de 7 jours vers le mieux manger et le mieux vivre, où je vous accompagne pas à pas pour démarrer la cuisine anti-inflammatoire. Cliquez sur le premier lien dans la description de cet épisode. Retour à l'interview. Voilà, et quand on regarde, moi je me souviens, mon professeur de médecine chinoise me disait, Émilie, si tu veux regarder un plat équilibré, observe le couscous. Dans le couscous, tu as la céréale, tu as la légumineuse, mais en petite portion. L'objectif, c'est pas le petit salé aux lentilles, ni le cassoulet, c'est vraiment d'avoir une petite portion de pois chiches, par exemple, et la viande est présente et les légumes sont présents. Donc les légumes, c'est toujours finalement la base du repas, c'est la caution d'énergie vitale. La céréale et la légumineuse ensemble et dans tous les peuples, on voit qu'il y a des combos qui existent, que ce soit le riz et le soja, le maïs et le haricot. Le dalle de voilà. lentilles en Inde. Exactement, c'est toujours cette qui va nous donner une satiété durable et la viande, elle va donner cette énergie extériorisante au service d'une journée de travail intense avec besoin de réfléchir, besoin de mémoriser, besoin d'avoir des idées, de créer et de vivre ensemble et d'être disponible à soi-même et aux autres. Alors, l'alimentation, elle a beaucoup évolué ces dernières décennies avec la migration en fait du monde rural. Quand on voit le nombre de personnes qui sont parties des campagnes pour rejoindre les villes, ça a forcément eu des conséquences. Et donc, il y a eu des décennies encore où le lien familial a permis de connaître un peu, parce que les gens qui étaient montés à la ville, c'était des gens qui avaient encore des gens à la campagne, donc les repas de famille, tout ça faisait qu'on avait encore cette connaissance de la production. On était même fiers de ramener des produits suite au séjour. Mais ça, il faut savoir que c'est fini. Et ça fait déjà pas mal de temps que le marketing a remplacé ça. Donc moi, j'ai tendance à penser que il va falloir aller plus loin que le marketing. Il va falloir retrouver un rééquilibrage au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'il va y avoir nécessité d'un retour des gens de la ville vers la campagne. Et peut-être qu'on est à un tel point de non-connaissance aujourd'hui et de cultures différentes qu'il faut passer par d'abord des périodes pour reconstruire du lien et que les gens ne viennent pas non plus comme des imposteurs, parce qu'on voit un petit peu ça aujourd'hui. Quand on parle du lien, les médias qui parlent du lien ville-campagne, ils vous disent deux choses. Ils vous disent soit c'est un problème de coq, soit c'est un problème de clocher. Alors qu'il y a des tas de choses à créer entre le monde rural et le monde urbain, et de toute façon, c'est inévitable de revenir, parce que on parle d'alimentation, on va montrer du doigt un système de concentration des animaux, parce que ça a été ça l'évolution. On a concentré l'élevage en Bretagne, on a supprimé l'élevage dans les régions de plaine, ce qui fait qu'on a trop d'azote dans des territoires. Et en fait, quand on regarde les mouvements humains, on a fait exactement la même chose. Aujourd'hui, les gens sont concentrés dans les villes et il n'y a plus personne dans les campagnes. Donc demain, il y aura plus. Il y a une vraie question qui se pose sur le renouvellement du monde paysan, si on peut encore parler du monde paysan. Et puis de se dire, on voit bien qu'il y a un malaise. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Campacity, et pour relier justement les gens du monde rural et les gens du monde urbain selon le concept des jumelages. Et l'idée, elle m'est venue assez bizarrement, parce que c'était l'époque où je montais régulièrement à Paris pour la FNAB, et j'étais surpris de voir que j'entendais beaucoup plus parler d'agriculture à la ville qu'à la campagne. C'est-à-dire, il suffisait d'être sur une terrasse à Paris et puis de dire qu'on était paysan, mais on avait l'impression d'être un dieu. Les gens, ah oui, c'est formidable, l'agriculture, et puis tout ça. Alors que chez nous, les gens, ils vivent pour l'agrandissement, pour le changement du tracteur et tout ça, quoi. Donc, je me suis dit, il se passe des choses quand même assez étonnantes, quoi, qui sont dans la qui vont pas dans le bon représentation sens, aussi, ouais. quoi. Ouais, non, il y a plus ce lien qui permet d'être en réalité dans la avec réalité. voilà, ouais. Donc voilà, il y a du boulot, quoi. Je suis persuadé il y a du boulot et il y a une urgence à faire les choses quand même, quoi.
Donc oui, donc pour préserver cet environnement, il faut aussi favoriser le bien-être en général, le bien-être aussi humain et social. Victoire, est-ce que par rapport à Bleu Blanc Cœur, vous avez des études qui montrent comment votre démarche améliore la santé humaine cette fois? Oui, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure et ce qui est important de savoir, c'est que Bleu Blanc Cœur, cette démarche, elle est vraiment basée sur des études cliniques, sur des preuves qui sont amenées scientifiquement pour prouver ce qu'on dit et les méthodes qu'on préconise. Donc en effet, on a à l'heure actuelle 5 études cliniques. Il y en a 2 qui sont actuellement aussi en cours, hein, une sur l'allaitement et une sur l'alimentation de nos aînés, notamment en EHPAD, et un petit peu de comprendre et d'analyser comment est-ce qu'une alimentation plus riche, notamment en oméga 3, qui sont naturellement présents dans les aliments Bleu Blanc Cœur, a un intérêt nutritionnel et un intérêt en prévention santé qui peut être donc justement intéressant. Donc oui, on a ces études qui montrent en effet que les nutriments qui sont naturellement présents dans les aliments Bleu Blanc Cœur apportent un bien-être. Et alors par contre, ce qu'on amène aussi chez Bleu Blanc Cœur, c'est la notion de menu. En fait, c'est inintéressant de manger toute la journée de ce Bleu Blanc Cœur pour avoir ces affaires. Ce qu'on a montré dans les études, c'est la question d'équilibre, en fait. Essayer d'avoir un équilibre alimentaire, cet équilibre aussi des lipides. Tu en parlais tout à l'heure, le ratio oméga 6 sur oméga 3 qui est largement diminué et beaucoup plus intéressant dans une alimentation Bleu Blanc Cœur. On a vraiment chez Bleu Blanc Cœur cette vocation de travailler au niveau scientifique pour prouver ce qu'on apporte. Et du coup, on se retrouve avec ces aliments naturellement riches en oméga 3. Émilie, moi j'aimerais savoir quelles sont par exemple les techniques culinaires qui permettraient justement de valoriser cette richesse nutritionnelle, voire en tout cas de la préserver. Si on veut effectivement prendre un aliment Bleu Blanc Cœur, comment est-ce qu'on fait pour en tirer tout le profit? Alors, c'est un peu le même principe pour tous les ingrédients qu'on va trouver. Et c'est vrai que quand je me suis intéressée aux médecines de l'Antiquité, je me suis dit: «Est-ce qu'il y a des principes universels qui lient tout entre elles et qu'on pourrait appliquer dans notre cuisine au quotidien?» Alors pour les chefs que je forme, mais aussi à la maison. Et la première chose à faire, c'est l'art de faire son marché. C'est effectivement cette énergie qui nous anime, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, il faut la retrouver dans l'ingrédient de base, hein. On est des cuisiniers, on n'est pas des magiciens. On ne pourra pas créer une matière magnifique, on ne pourra pas créer de l'énergie quand il n'y en a pas au départ. Et donc, c'est cette énergie vitale-là qu'on va retrouver chez l'animal heureux et dans les plantes, parce qu'il va y avoir exactement la même chose au jardin. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte même que plus l'homme intervenait sur un terrain agricole, et moins il y avait de vie finalement dans les prés et dans les vergers. La nature fait bien les Laisser choses. faire la nature, ouais. Voilà, il faut laisser faire la nature. Il se trouve que dans une forêt, il se passe des choses, et plus on intervient dans la forêt, et moins les arbres se protègent, parce que les espèces, entre elles, elles communiquent, elles se défendent, elles se protègent. Et quelque part, quand nous, on décide de devenir agriculteur, si on veut produire un ingrédient ou un animal qui a cette énergie vitale, il va falloir observer le vivant, essayer de caler, de caler nos pratiques le plus possible. Donc une fois qu'on a cette énergie là, cet ingrédient avec beaucoup d'énergie, l'objectif ça va être de le faire entrer dans sa cuisine et de le conserver. Alors toutes les conservations vont pas avoir la même incidence sur l'énergie vitale de l'ingrédient. Il y a des choses qui ont plus la cote que d'autres. Par exemple, je sais, et c'est prouvé, que la fermentation, comme disait Pasteur, hein, c'est la vie en action, va augmenter l'énergie de l'ingrédient. Donc tout ce qui va être agir sur les ferments, que ce soit sur les produits laitiers ou sur les levains, ou même dans l'énergie du vin, enfin tout ce qui va être ou les produits fermentés tels que le bière de miso, foin. la bière, tout ça va apporter énormément d'énergie. Le fait de sécher va concentrer l'énergie. Donc, quand on va travailler sur des viandes séchées et tout, effectivement, ça va être, mais pareil pour les épices, pareil pour les herbes, pareil pour les rhizomes. Tout ce qui va être la cuisson, on en reparlera tout à l'heure sur les produits ultra transformés, les produits cuits longtemps à l'avance. Bon là, effectivement, ça va plutôt être une perte d'énergie vitale, mais en même temps, il y a des bénéfices derrière, c'est que c'est très digeste. Et qu'il y a des moments dans l'année où on digère plus mal et il faut manger digeste. Il y a des moments aussi où quand on est malade, effectivement, il faut plutôt manger le plus digeste possible, donc avoir un produit, voilà. Et ensuite, il y aura des lois de transformation, hein. Le cuisinier, c'est un transformateur. L'objectif, c'est de transformer l'ingrédient de base. Donc,
quand il va découper, quand il va assembler les ingrédients entre eux, il va créer des synergies pour que le mangeur ne perde pas d'énergie en digestion. Parce que l'objectif, c'est de faire rentrer cette énergie, mais pas de la dépenser toute l'après-midi en digestion, parce que sinon, quand on est à l'école, on s'endort, on n'écoute plus son professeur. Pareil pour le bureau, en réunion, on s'endort. Enfin voilà, on sait bien qu'une digestion difficile, elle nous fatigue. Donc, pour ça, il y a quand même des petites astuces. Et quand on observe le vivant, quand on observe le jardin, en fait, on a toutes les clés de la manière dont on va transformer nos ingrédients. Notamment, la façon, je prends toujours cet exemple parce que les gens le retiennent. Il y a des familles de légumes. Par exemple, il y a les familles des légumes fleurs, des légumes feuilles, des légumes racines, des légumes tiges. Voilà. Et quand on regarde la façon dont ça pousse, est-ce que ça tombe ou est-ce que ça regarde le ciel? Eh bien, ça va nous donner, à nous, des cuisiniers, des astuces pour les découper et pour préserver l'énergie vitale de cet ingrédient. Donc, par exemple, les tiges, ça pousse vers le haut. Donc, quand on va venir découper sa tige, on va essayer de garder la fibre le plus possible. Donc, le poireau en Asie ou dans les peuples, mais même à Madagascar. J'avais rencontré une chef malgache qui m'avait dit mais il y a pas qu'en Asie qu'on fait ça, à Madagascar c'est pareil, je coupe mon poireau et je racle avec ma fourchette pour garder cette fibre là. Donc voilà, effectivement la découpe elle aura une incidence et l'association, alors la cuisson aussi, c'est-à-dire que plus on va cuire vite plus on va garder cette énergie vitale et plus la cuisson sera lente et cette cuisine de patience, plus l'énergie sera calmante et on comprend vite que l'hiver on est plus sur ce type de cuisson alors qu'au printemps et à l'été on cuit vite parce qu'on a besoin d'énergie vitale au service de l'action. Et quand on va travailler sur la digestibilité, on va aussi travailler sur l'association des ingrédients entre eux. Et là, une fois de plus, je me tourne encore vers le jardin et vers le jardinier, car ce qu'ils appellent très joliment d'ailleurs les plantes compagnes nous donnent des idées d'association. Un jour, j'avais rencontré une dame qui faisait des confitures de plantes compagnes. À chaque fois qu'elle avait un arbre fruitier, elle s'intéressait aux plantes qui poussaient autour. Elle se disait, tiens, elles s'entendent bien au jardin, ça doit donner quelque chose dans le pot de confiture. Et effectivement, on se rendait compte que parfois les associations étaient surprenante, mais qu'en fait, gustativement, ça se passait super bien. Et il y a un exemple qui est assez populaire aujourd'hui, qui est la méthode Milpa, qu'on va retrouver dans la zone bleue du Costa Rica, où on a des espérances de vie en bonne santé extrêmement longues sur un régime pourtant vegan, entre 3 espèces qui, au jardin, fonctionnent très très bien ensemble, qui est la courge, le haricot noir et le maïs. Et on se rend compte que même en termes d'agriculture, eh bien, ils utilisent des sols à différentes strates et qu'en même temps, ils s'entraident, ils se cachent du soleil, ils se protègent, ils repoussent les nuisibles ensemble et que ce régime dans la sopa des tres hermanas, qui est la soupe des 3 sœurs, quand on mange ça, on sait qu'on vit longtemps. Donc voilà, plus on va observer la nature, plus on va observer les espèces au jardin ou même entre l'élevage, c'est la même chose, hein, et plus ça nous donnera des clés pour nous, notre vitalité. Et Alain, toi, dans ta démarche Déguste ton foin, donc c'est les produits que tu commercialises, les produits de la ferme, est-ce que tu penses que ça a un impact sur toi, ta santé personnelle, toi, en tant que paysan, ex-paysan? Est-ce que bien produire a eu un impact sur ta santé personnelle? Moi, je pense que ce qui me permet d'être en bonne santé, c'est l'envie de créer et d'innover constamment. Enfin, je pense que j'adore ça. Enfin, c'est vraiment excitant et c'est des périodes qui me donnent beaucoup d'énergie et tout ça. Et c'est vrai qu'en créant Déguste ton foin, il y avait... c'était en 2018, en 2019, quand j'ai laissé plus ou moins mes fonctions à la FNAB et puis que je suis revenu un petit peu plus sur la ferme, qu'on a installé les fils de mon collègue, j'avais envie de faire quelque chose en vente directe qui n'engageait pas forcément d'investissement important parce qu'à mon âge, voilà, je savais pas ce que ça allait donner du tout. C'était quand même un peu risqué. Donc j'avais une chose qui était moins risquée, c'était mettre en place la commercialisation de viande surgelée. Alors surgelée par rapport à une expérience que j'ai eue sur l'équilibre matière de la viande et tout, et donc et surtout aussi par un constat, c'est que beaucoup de producteurs fermiers vendent des caissettes de 10-12 kilos avec un équilibre des avant et l'arrière, parce que le sujet, c'est l'équilibre matière. Mais quand un consommateur achète une caisse de 10-12 kilos, il fait quoi en arrivant chez lui? Il la met dans le congélateur. Donc moi, je me suis dit, c'est très bien, mais je me dis, si ça passe dans un tunnel de surgélation, c'est-à-dire que c'est mieux surgelé, c'est surgelé rapidement, et que derrière, sur l'étiquette, on peut mettre une DLC d'1 an, et que derrière, avec un code barre et tout, on peut
produire de la viande fermière et la mettre dans différents réseaux et pas uniquement en direct au consommateur. Parce que moi, ce que j'observe dans les campagnes, c'est que par exemple, dans les petites supérettes et dans les épiceries, c'est là où il y a le moins de produits bio, quoi. En apportant de la viande surgelée, toutes les supérettes ont un congélateur et tout, ils prennent pas de risque. Il n'y a pas de risque qu'au bout de 3 semaines, la viande soit perdue. Donc, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Et puis, c'est une façon d'amener tout doucement des produits. Donc, aujourd'hui, sur la viande, on commercialise dans des magasins, on commercialise par Internet, on commercialise sur la RHD, et puis un peu à la ferme, mais pas beaucoup, parce que nous, on est dans une zone, comment dire, le président de la région nous a appelé un peu notre zone comme le trou du cul de la Normandie, voilà, pour être... Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est difficile. Il suffit pas de mettre un panneau au bout de la route pour que les gens arrivent en courant pour commercialiser. Donc, on a eu cette expérience-là. Et comme ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place parce qu'il fallait trouver l'opérateur qui soit capable de nous le faire. J'ai eu cette idée, je ne sais pas comment elle est venue, de commercialiser du foin pour la cuisine au foin, parce que nous, on faisait du séchage en grange. Et puis, à l'époque, on voit dans les médias, dans les télévisions, on voit beaucoup de chefs. Voilà, par exemple, Top Chef, qui cuisinent au foin. On dit, mais c'est quand même un peu bête. Nous, on a du foin de qualité. Il suffit de faire un packaging et puis de mettre des recettes avec. Et puis, voilà, quoi. Et en fait, ça a été une aventure exceptionnelle, quoi, parce que de ça aujourd'hui, pour faire court, on vit à deux avec une urbaine qui est arrivée avec moi sur ce projet-là. Donc, on est associés à deux, on vit à deux de ce produit-là. Même plus parce qu'on travaille avec un ESAT pour l'ensachage de foin, non plus pour des recettes, mais pour un secteur qui est le secteur des NAC, qui est d'ailleurs quelque chose de très surprenant et très intéressant sociologiquement, parce que nous, c'est un milieu en tant que paysan qu'on ne connaissait pas forcément, quoi. C'est assez affolant de voir sur les réseaux sociaux, sur la façon dont les communautés que ça crée, c'est assez affolant, quoi. Donc, on est aussi fournisseur de foin pour les NAC, en particulier pour les lapins. Et donc, ce qui est toujours intéressant dans la filière à la fois viande, parce qu'on est aussi sur des nouveaux produits, on est en train de travailler sur... on commence à commercialiser un steak haché avec du foie dedans. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et puis, en foin, alors, on travaille beaucoup en tripartite avec un chef étoilé, qui est un passionné, qui dès le début nous a dit « mais moi, ça nous intéresse ce que vous faites ». Et puis, des transformateurs, qui ont cette compétence et qui ont les outils pour transformer. Et donc, je vous citerai du confit de foin, du sirop de foin qu'on fait, qu'on a retrouvé à l'école du 20e, par exemple, un sirop de foin mélangé avec un fromage blanc, par exemple, ça fait des choses intéressantes. Et les gamins, ils l'ont pas su au début ce que c'était, quoi. Puis ils ont trouvé ça super bon, quoi. Et la bière de foin, du coup. Et la bière au foin, on fait des tripes au foin, on fait du vinaigre de cidre au foin, qui est aussi un produit très intéressant. On fait de la crème aujourd'hui à partir du lait de la ferme, quoi. Et on travaille sur des biscuits. Enfin, voilà, on a ouvert, on s'aperçoit que... Enfin, moi qui aime bien expérimenter, développer des choses, je me dis là, avec ce produit-là, Donc, bien produire, et ça te permet, toi, de te sentir vivant, justement. Ouais, puis ça crée du lien avec plein de gens, en fait, parce que les médias s'intéressent au sujet, les gens sont assez surpris, parce que quand on fait des fois des salons, qu'on leur dit aux gens, on peut vous faire goûter du confit de foin, il y a des gens, et puis les gens sont assez surpris. Enfin bon, c'est un produit sucré, c'est des recettes qui sont systématiquement validées par notre chef étoilé, avec qui on bosse. Donc voilà, on est à peu près, on sait qu'on fait pas n'importe quoi quand même, quoi. Ouais. Ça me permet justement de bifurquer sur notre dernière partie, qui est le côté économique de la démarche de Bleu Blanc Cœur et justement de l'alimentation durable. C'est que pour que ce soit durable, il faut que ce soit économiquement viable pour les producteurs, mais aussi accessible pour les consommateurs. On sait que manger sain aujourd'hui, c'est beaucoup associé au connoté cher. Manger bio, manger des fruits et légumes de saison, manger de la viande de qualité, dans l'esprit des consommateurs, ça coûte cher. Donc j'aimerais bien qu'on discute justement autour de cette notion de comment faire en sorte que ça soit plus accessible ou
l'éducation justement à est-ce que c'est finalement pas plus économique de manger sainement dans une démarche plus globale ensuite au niveau de la santé, puisqu'au finalement ne pas prendre soin de son assiette, c'est payer plus tard pour sa santé. Du coup, Victoire, au niveau du cahier des ressources et pas du cahier des charges, est-ce que vous avez cette notion de fourchette de prix qui est prise en compte en discussion avec les producteurs, les consommateurs? Comment est-ce que vous faites pour justement essayer de réduire ces coûts de production? Oui, tout à fait. L'accessibilité et le volet économique chez Bleu Blanc Cœur, c'est aussi un des piliers fondamentaux. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que nous, on fait attention. Bien sûr, il y a un surcoût, notamment sur la production. Des éleveurs, des agriculteurs qui s'engagent en Bleu Blanc Cœur, changent la ration de leurs animaux et donc vont vers des céréales plutôt locales. Et donc, ça a un impact financier. Nous, on fait bien attention et c'est vraiment notre objectif. C'est pas de dépasser un surcoût de 5% par rapport à l'ancien schéma de l'éleveur ou de l'agriculteur. Exactement. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, on voit qu'en fait, la valorisation du produit et ce coût, en fait, il est vite rentabilisé par, Alain en parlait tout à l'heure, le bien-être de l'animal, la santé. On a des éleveurs qui nous disent, moi, j'ai diminué de moitié mes frais vétérinaires, mes frais vétérinaires notamment. Donc voilà, ça, il y a aussi des charges qui sont largement diminuées. La fertilité, on en parlait. L'animal produit plus naturellement parce qu'il se sent mieux. Donc tout ça, c'est largement équilibré par la suite et ça nous permet d'avoir une démarche qui reste accessible pour le consommateur. Accessibilité aussi qu'on a voulu pas seulement dans des boutiques de proximité, mais on a voulu sensibiliser les acteurs de la grande distribution pour que on le sait, la majorité des gens vont en grande distribution pour se nourrir, et donc il nous fallait qu'il y ait une offre accessible financièrement et nutritionnellement intéressante dans les rayons des supermarchés. Donc ça, c'est aussi pour nous une de nos convictions. Mais toi, par exemple, Alain, pour rendre accessibles tes produits et faire en sorte que ce soit dans les supermarchés ou certaines petites épiceries, il y a la notion de la congélation, de la surgélation. Est-ce que tu as eu d'autres astuces pour peut-être améliorer l'accessibilité de tes produits ? Alors, l'accessibilité, ça veut parler en fait de l'équité dans le prix. C'est sans doute la partie la plus complexe. C'est quoi commerce équitable, ouais. Voilà, c'est quoi un bon prix? Ça dépend des exigences du monde de la production. Est-ce que le monde de la production est toujours raisonnable dans ses investissements? Je suis pas toujours sûr. Il y a des gens aujourd'hui, il y a un peu une surenchère à l'investissement mécanique entre autres, le matériel, et puis voilà, c'est ce qui fait que ça crée des endettements qui sont assez importants. Donc ça, c'est dans l'esprit aujourd'hui d'une certaine mentalité agricole quand même. L'habitude de penser que quand ça va pas, il suffit de manifester pour que ça aille mieux, et ça, je parle du côté paysan. Mais côté consommateur, il y a deux façons pour les pouvoirs publics de gérer ce problème-là. C'est de se dire, comme ça a été longtemps le cas, c'est de se dire, il faut faire une alimentation pas chère pour que tout le monde se nourrisse. C'était un petit peu l'idée, quoi. Mais on peut se dire aussi que l'alimentation, elle a une valeur, elle a un coût, et faisons tout dans notre société pour que les gens aient suffisamment de revenus pour pouvoir s'acheter une alimentation saine. Et peut-être mettons en place une éducation pour aussi que les gens sachent prioriser les choses. Qu'est-ce qui est le plus important? La part de l'alimentation, elle a énormément diminué par rapport aujourd'hui à plein de choses qui sont arrivées pour nourrir, je sais pas quoi, aujourd'hui chez les gens. Mais voilà, c'est une réalité. Donc, pour ça que ça fait appel à plein de choses. On sait aussi, et tu en parleras certainement mieux, de la façon dont on va préparer les produits, le gaspillage alimentaire, on sait que c'est aussi énorme. Donc, voilà, c'est vraiment une question très, très complexe. Mais il faut vraiment travailler sur ça, et à la base de la production, on peut pas produire aujourd'hui sans la durabilité. Donc la nourriture a forcément une valeur, quoi. Et faut pas. Mais les anciens, enfin, ils détestaient gaspiller. Enfin, les gens, ils savaient la valeur de l'alimentation. Valoriser les restes aussi. Valoriser les restes et tout ça. Parce que déjà, à partir du moment où on travaille un produit et qu'on a mis de l'énergie dedans, de la joie, qu'on cuisine pour quelqu'un, on donne plus de valeur à ce qu'on fait. Et on va plus difficilement jeter un plat qu'on a préparé qu'un plat ultra transformé qu'on a acheté, sous atmosphère dans un rayon de supermarché. Et encore une fois,
pour travailler dans des univers très différents, avec des chefs qui sont plutôt en restaurant gastronomique, avec des chefs qui sont en restauration collective. On n'a pas du tout les mêmes budgets. On dit souvent, hein, on est des centimiers en restauration collective. Un sou est un sou parce que les familles veulent pas payer. Enfin, en gros, c'est toujours ça. On se bat en disant, c'est une priorité. Hein. À l'école, c'est bien d'avoir des iPads pour les enfants, mais ça serait bien qu'à la cantine, ils mangent bien aussi. Ce serait bien que vous mettiez des budgets. Ça serait bien que quand les prix augmentent, hein, agricoles, qu'en fait, on puisse renégocier nos contrats parce qu'on peut pas rendre le même résultat en ayant 30% de matières premières qui coûtent plus cher derrière. Donc, alors nous, on trouve des astuces en tant que chef parce qu'on se dit, il y a quand même des produits qui coûtent pas cher, qui quand on sait les travailler, vont être intéressants nutritionnellement. Alors, moi, je vais plutôt puiser dans les cuisines du monde, hein, pour avoir des astuces. Je vais aller voir ce qui se passe en Inde, je vais aller voir ce qui se passe en Afrique, je vais aller voir ce qui se passe au Japon, parce qu'il y a des traditions végétales et que, effectivement, travailler les légumineuses, là-bas, ils savent faire, nous, on sait plus vraiment faire. Soit on fait un plat de légumineuses, hein, mais qui nous fatigue, qui est hyper difficile à digérer, soit on n'en met pas du tout. Donc déjà, effectivement, il y a des produits qui sont chers, on va peut-être en présenter moins. On va les travailler autrement, on va leur associer des produits qui seront moins chers. On va faire plus les choses à la main. On va plus cuisiner, en fait. Hein. Et puis, en même temps, on peut s'organiser. On peut se dire qu'une céréale, elle peut être réchauffée le lendemain, que pareil pour une légumineuse. Par contre, que si on se fait une petite poêlée de légumes, ce serait bien qu'ils soient découpés, taillés, cuits au dernier moment, parce que ça, c'est important pour l'énergie vitale. La viande, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Si on en mange 2-3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Un morceau de poisson, si on peut se le permettre aussi, les une fois par sardines semaine. bleu blanc cœur. Voilà, mais bon, il y a plein de aliments de produits. base. La ressource halieutique est très très vaste et en plus, il y a beaucoup de produits sauvages de très bonne qualité qui en général sont pas chers. La sardine, le maquereau, voilà des produits qu'on doit réapprendre à travailler, hein, et qui sont relativement goûteux. Et l'idée, c'est de se dire, il y a plein d'autres produits qui vont apporter des qualités nutritionnelles animales, comme effectivement les œufs, la crème, le beurre, le fromage, voilà, qu'on peut réapprendre à travailler aussi dans notre cuisine, hein, de cuisiner végétarien, avec tout cet apport-là, et donc faire baisser en fait les prix des matières premières, que ce soit au restaurant ou à la maison. Donc, j'ai envie de dire, et puis surtout il y a aussi un aspect pour être assez proche voilà de l'agence bio et des producteurs bio. Faut savoir qu'en saison le produit bio il est vraiment pas beaucoup plus cher que le produit conventionnel, hein. Le problème c'est qu'on consomme hors saison. Quand on fait son marché et qu'on va chercher ou qu'on va chercher à la ferme directement ou chez son producteur en saison, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec 30% de plus sur les mercuriales des acheteurs de la restauration collective? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec plus 30, plus 40% dans le supermarché? Là, j'ai envie de dire, question aux distributeurs, question aux intermédiaires qui se disent peut-être que manger sain, ce serait réservé à une élite ou à la population riche de ce pays, et que finalement, les autres, ils peuvent manger le tout venant, et puis on va marger là-dessus. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et je lutte contre ça en disant, non, c'est pas parce que le produit, il pourrait être vendu cher parce que les gens ont les moyens de se payer du bio qu'on va marger 3-4 fois plus sur le bio par rapport au conventionnel, parce que derrière, c'est les agriculteurs bio qu'on massacre, en fait, hein. C'est tout le travail qui est fait dans les champs et qui aussi est nécessaire. Enfin, je reviens à ça, le fait que travailler un champ bio ou travailler un champ conventionnel, c'est aussi un danger sanitaire pour l'agriculteur, et ça, faut pas l'oublier. Oui, c'est pour ça que je parlais de santé. La santé de l'agriculteur est vraiment centrale. Ceux qui nous nourrissent, il faut aussi qu'on en prenne soin, et soutenir les filières bio et les filières bleu blanc cœur, c'est aussi soutenir des agriculteurs et des éleveurs qui veulent faire un bon travail, et qui, si on leur disait demain, tiens, t'es en bio et tu vends ta production, tout le monde y va. Est-ce que c'est vrai ou pas, Alain? T'es d'accord avec ça? La filière bio que je connais depuis longtemps, elle a fait beaucoup d'innovations. Les AMAP, alors même si c'est parti du Japon, c'est quand même d'abord des producteurs qui étaient sensibles à des produits de qualité, qui ont dit on va s'organiser pour effectivement les payer moins cher et que le producteur soit bien payé. Aujourd'hui, alors la crise Covid a joué un petit peu, mais le e-commerce permet, par exemple, nous, on est complètement isolés en campagne. On peut distribuer partout en France à la fois la viande surgelée et les autres produits, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, et c'est pas uniquement dans son supermarché qu'on peut trouver les choses aujourd'hui. Et ça peut être intéressant pour le monde de la production. Faut-il encore que le monde de la production soit formé à faire du commerce, à faire des transformations, à faire du commerce.
et en ait l'envie surtout, quoi, plutôt que c'est presque plus facile pour un producteur aujourd'hui de penser agrandissement plutôt que valeur ajoutée. Et nous, moi, ce que j'ai voulu prouver, en fait, avec le foin, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, avec un produit aussi bête comme du foin, faire de la valorisation, quoi. Et aujourd'hui, ma grande fierté, c'est l'arrivée de Lorane qui n'est pas du milieu agricole, qui habitait en ville et qui vit du métier là aujourd'hui, quoi. C'est Et le donc, lien ville-campagne dont tu parlais tout voilà, à l'heure. C'est c'est vraiment, et puis intergénérationnel aussi. Enfin, c'est vraiment. il y a ça, oui, et c'est clair que on fait pas revenir des gens. Enfin, moi, dans mon idée de faire revenir des gens de la ville, c'est pas uniquement pour qu'ils soient là les week-ends. C'est derrière, il faut créer cette valeur ajoutée. Et je crois qu'il y a une vraie complémentarité à trouver avec peut-être des fermes qui sont où l'histoire, la culture des gens est plus dans la production. Si ça s'associe avec des gens qui savent manier les outils aujourd'hui de réseaux sociaux et tout ça pour faire la commercialisation, ça peut faire des très bons mariages, je pense, quoi. Ça me permet justement, pour en revenir à Bleu Blanc Cœur, puisqu'on on va clôturer cette interview, comment est-ce qu'on reconnaît les produits Bleu Blanc Cœur? Parce que la communication, on le voit, c'est primordial, l'éducation, la communication. Si on veut reconnaître un produit Bleu Blanc Cœur, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur, par exemple, le logo et où est-ce qu'on trouve ces produits Bleu Blanc Cœur? Oui, alors le logo, il est tout simple, il est reconnaissable par ces couleurs, ces 3 couleurs-là. Et il y a une fleur de lin, il y a tout simplement marqué Bleu Blanc Cœur, une fleur de lin, il y a la couleur bleue pour la couleur de la fleur, le blanc pour la notion de transparence auprès des consommateurs, des éleveurs, et cœur pour l'aspect santé notamment, et prévention voilà, de certaines sources inflammatoires. Donc vous pouvez le trouver comme ça, et voilà, ça certifie vraiment une alimentation de qualité nutritionnelle et un soutien aux pratiques agricoles responsables qui appliquent le cahier des ressources Bleu Blanc Cœur. Et donc en grande distribution, avec des marques nationales, même des marques distributeurs maintenant, mais aussi directement auprès des éleveurs, Comme à Alain. la ferme, Comme Alain exactement, fait, typiquement comme Alain, en direct. par exemple, en direct. Ok. Écoutez, merci beaucoup déjà à tous pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez individuellement ajouter pour clôturer? Non, peut-être pour clôturer, juste dire que je trouve que ce qui nous rassemble tous et ce qui résonne dans Bleu Blanc Cœur, mais dans d'autres démarches qu'on a évoquées aussi, c'est la notion de sens. Vraiment d'avoir une alimentation sensée, une agriculture aussi de bon sens, et c'est ce qu'on défend vraiment dans la communauté associative de Bleu Blanc Cœur. Donc pour celles et ceux qui ont envie de s'informer, mais aussi de se former et de rencontrer des gens de profils différents, voilà, si vous êtes consommateur, que vous voulez rencontrer des éleveurs, des professionnels des métiers de bouche, la communauté permet ça, de décloisonner les univers, d'avancer ensemble sur ces sujets de transition alimentaire. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. C'est très facile d'entrer dans la communauté, soit vous rentrez en contact avec moi ou simplement sur le site internet de Bleu Blanc Cœur, il y a un petit pop-up qui dit « Rejoignez la communauté associative ». Je mettrai toutes les informations en description de l'épisode directement dans la légende. Le message, engagez-vous. Ah oui, alors on regarde la caméra. Engagez-vous. Oui. Mais dans Bleu Blanc Cœur, dans Campacity, enfin, c'est important que faire vivre le milieu associatif parce que c'est difficile aussi en ce moment. On voit bien que les gens sont plus sur les réseaux sociaux que de vraiment donner du temps pour le collectif, quoi. Donc voilà, c'est important de reparler de ça. Faites-le marcher. Ouais, merci beaucoup à tous. J'ai été ravie pour cette première action, puisque je suis tout récemment ambassadrice de Bleu Blanc Cœur, et je suis ravie de faire partie de cette communauté engagée avec vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et bienvenue dans la communauté.